On t'a forcément déjà vendu les supersets comme la technique d'intensification en musculation. Le principe des supersets est d'enchaîner 2 exercices d'affilée qui ciblent des groupes musculaires antagonistes. C'est-à-dire que le premier exercice d'un superset doit cibler un muscle, par exemple les pectoraux, et le deuxième exercice doit cibler un autre muscle qui n'a pas du tout été travaillé sur le premier exercice, par exemple tes dorsaux. Donc tu vas par exemple enchaîner des pompes pour les pectoraux avec des tractions pour les dorsaux. Ou alors tu vas faire un pec deck pour isoler les pecs et tu vas enchaîner sur un rowing assis en prise neutre. Malheureusement, les supersets sont souvent confondus avec les bisets qui sont une technique où tu enchaînes 2 exercices ciblant le même groupe musculaire. C'est comme si tu enchaînais un développé couché avec des pompes ou des écartés couchés. Ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais à mon avis, les bisets, c'est bien du bullshit. Le fait d'enchaîner 2 exercices d'affilée sur le même muscle montre bien qu'on était loin de l'échec sur le premier, sinon on ne pourrait pas enchaîner avec le deuxième. Sinon ça s'appellerait un drop set mécanique, c'est-à-dire passer d'un exercice plus difficile à un exercice plus facile à réaliser avec une même charge. Un peu comme quand tu passes d'un front squat à un back squat. Et si tu es loin de l'échec sur le premier exercice d'un biset, toutes les répétitions sont faites avec une tension mécanique qui est faible, donc tu vas très peu stimuler l'hypertrophie. Pour ça, les supersets sont plus intéressants car ils vont te permettre de gagner du temps tout en stimulant idéalement tes muscles pour bien les développer. Le problème est la façon dont ils sont classiquement réalisés. Généralement, on te dira d'enchaîner les 2 exercices antagonistes sans aucun repos entre les deux. Quand tu fais ça, tu n'as pas le temps d'évacuer la fatigue centrale qui a été générée par le premier exercice. Pour rappel, quand tu fais un exercice, tu fatigues évidemment les muscles qui travaillent pendant le mouvement, donc ce qu'on appelle la fatigue périphérique, mais tu vas aussi fatiguer ton système nerveux qui envoie les impulsions électriques vers tes muscles. La fatigue centrale, c'est quand ton cerveau et ta moelle épinière perdent en efficacité et en transmission d'impulsions électriques. Du coup, tes muscles reçoivent moins d'influx nerveux et ils se contractent moins fort, ce qui génère moins de tension mécanique. Et donc tu stimules moins bien l'hypertrophie. Tu vois où je veux en venir, hein. Même si tes dorsaux ne sont pas fatigués par les pompes ou le développé couché, tu seras sûrement moins performant si tu enchaînes avec tes tractions ou ton tirage sans avoir pris de repos. Et ça, c'est simplement parce que ton cortex moteur n'arrive plus à recruter autant de neurones moteurs et ta moelle épinière n'est plus aussi sensible aux influx qui viennent descendants du cerveau. Du coup, elle ne relaie plus autant d'impulsions électriques dans les nerfs qui vont jusqu'aux muscles. Cette fatigue centrale sera d'autant plus importante que l'exercice aura généré beaucoup de fatigue périphérique, notamment avec l'accumulation de métabolites. Imaginons que tu fais 12 reps au développé couché et que tu finis ta série avec une répétition en réserve, ou pire, tu vas carrément à l'échec. Ce niveau d'effort aura généré une telle fatigue métabolique dans les pectoraux, les triceps et les deltoïdes qui ont été sollicités, que ces muscles vont renvoyer un signal à ton système nerveux, c'est ce qu'on appelle le signal afférent. Ce signal afférent va augmenter la perception de l'effort et ton cerveau va réduire sa commande centrale, autrement dit, il va recruter moins de neurones moteurs. Pour rappel, le but ultime de ton corps est d'en faire le moins possible et de s'économiser au maximum. Tout ce qu'il va percevoir comme une menace doit être éliminé et il prend des décisions réflexes en conséquence. Alors attention, c'est pas parce que ton cerveau perçoit une menace qu'elle est réelle, elle est juste perçue comme telle. Quand tu accumules une énorme fatigue au sein de tes muscles, ton cerveau va réduire la commande motrice et ça, tu peux rien y faire à part te reposer et attendre qu'il te laisse l'accès de nouveau à une commande maximale. Par exemple, dans cette étude de Finn et ses collaborateurs en 2020, les sujets ont été répartis en 2 groupes. Les 2 groupes ont réalisé des contractions isométriques des mollets pendant un total de 3 minutes. Le premier groupe subissait une occlusion vasculaire dans les dernières secondes de l'effort et dans les 2 minutes de repos qui suivaient l'effort. Le second groupe ne subissait pas d'occlusion vasculaire. Le fait d'ajouter une occlusion vasculaire en comprimant le mollet limite l'apport en oxygène dans le muscle, ce qui va perturber encore plus les réactions biochimiques au sein des fibres musculaires et donc augmenter la fatigue métabolique. Dans cette étude, on observe que seul le groupe qui a subi l'occlusion vasculaire et donc une fatigue métabolique plus importante avait une perte importante de force et d'activation dans les quadriceps. On comprend alors qu'il y a des récepteurs dans les muscles qui informent le cerveau lorsque la fatigue présente est trop importante. En conséquence, la commande motrice est réduite et d'autres muscles, ici les quadriceps, sont aussi impactés, tout simplement parce que le gouverneur central, celui qui décide de tout, le cerveau, considère que c'est préférable de réduire ta force. Ce qu'il faut retenir est qu'idéalement, on n'enchaînera pas 2 exercices d'affilée, en particulier lorsque ces exercices sont effectués chacun à l'échec ou proche de l'échec. Tout dépend encore une fois des paramètres choisis, mais tu le sais très bien, et c'est pas mon avis personnel sur la question, si tu es trop loin de l'échec sur tes séries, donc au-delà de 3-4 répétitions en réserve, c'est clairement pas l'idéal pour l'hypertrophie. Tu te diras sûrement que ça vaut autant qu'être plus proche de l'échec et que tu augmentes juste un peu le volume,
Mais en fait, tu augmenteras surtout la fatigue générée plutôt que la stimulation. Donc tu seras forcément proche de l'échec sur le premier exercice et ça réduira ta performance sur le deuxième exercice du superset. Bien souvent, on fait l'erreur de penser que du moment qu'on va à l'échec ou proche, c'est bon, on est OK pour l'hypertrophie. Évidemment que c'est important, mais il faut aussi tenir compte de la fatigue générée. La fatigue est toujours concomitante à la stimulation, ça va avec. Mais la fatigue réduit la stimulation. Donc même si tu accumules plein de reps proches de l'échec, la fatigue va continuer de s'accumuler et va limiter la stimulation de nouvelles protéines musculaires. Sinon, il suffirait d'enchaîner les rest-pauses à l'infini et ta séance serait pliée en 5 minutes. Sans parler du fait que tu exploses ton risque de te blesser si tu fais un volume énorme de répétitions proches de l'échec. Donc d'un point de vue de pratique, je te conseille d'attendre au moins 1 minute et même jusqu'à 2 minutes entre 2 exercices d'un superset suivant les exercices choisis. Si ces exos sont des exos stables sur machine en isolation comme un leg curl et un leg extension, la fatigue globale générée sera moindre que si tu faisais un superset entre un hack squat et un Romanian deadlift par exemple. Sur de l'isolation, j'ai tendance à prendre 1 minute entre les deux exos et sur du global polyarticulaire, 2 minutes entre les deux exos. Alors je sais, ça réduit un peu l'avantage de base du superset qui est de gagner du temps sur ces séances, mais on voit bien que parfois la technique d'intensification rime avec perte de stimulation et d'efficacité. Les supersets restent une technique intéressante s'ils sont bien faits et tu gagneras quand même du temps par rapport à des séries classiques. Bon, encore une fois, ce que je te raconte, c'est évidemment de l'optimisation de l'entraînement. Et oui, même si tu enchaînes les exos, tu auras quand même des résultats, surtout si tu n'as pas déjà plusieurs années de pratique. Mais même si tu es un débutant ou que tu travailles avec des débutants, ton but reste de stimuler au mieux tout en réduisant au maximum ton risque de te blesser. Tu ne peux pas volontairement choisir une technique sous-optimale juste parce que tu n'as pas envie de te prendre la tête si tu sais que c'est simple de faire mieux. Tu augmentes les bénéfices et tu réduis les risques. Alors pourquoi pas le faire? J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses et que tu mettras en pratique tout ça. Si tu as aimé, lâche un petit like et fais-le moi savoir en commentaire. Pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à la prochaine. Salut!